Non, On va commencer. Bienvenue à ce débat sur l'impact du sinon elle travail n'a sur pas la de son, santé hein. mentale C'est le et le problème. constat établi sur le sujet de la prévention des risques psychosociaux au cours des 10 dernières années jusqu'au contexte de la crise économique et sociétale que nous traversons actuellement. Nous allons profiter ensemble des regards croisés de 5 experts ayant des expériences significatives et complémentaires sur ce sujet. Et je leur laisse le temps de faire les petits réglages pour rappeler évidemment le bénéfice majeur du travail quand on parle d'un sujet qui porte sur le travail et la santé mentale. C'est important de rappeler justement ce bénéfice-là. Mais il se trouve qu'en travaillant, nous sommes inévitablement exposés à un ensemble de facteurs qui peuvent nuire à notre santé et à la sécurité. Et les entreprises mettent justement et obligatoirement en place des actions de prévention pour réduire ces effets quand ils sont présents. Par exemple, ils nous fournissent des équipements de protection contre le bruit, les vibrations, agents chimiques, biologiques, rayonnement, etc. Mais tout ce qui pouvait avoir un impact sur notre santé mentale par opposition à la santé physique était resté comme des expositions un peu fantômes dans les entreprises, car on ne savait pas comment mesurer leur intensité, leur ampleur et l'ampleur des situations stressantes. Et donc, on n'avait pas de boussole pour orienter les actions de prévention. Jusqu'à ce qui fait que le sujet des risques psychosociaux et du stress au travail était resté un peu tabou dans les entreprises jusqu'à cette vague de suicides au travail dans les années 2000 qui a frappé certaines entreprises françaises et, euh, et suite à laquelle les risques psychosociaux ont rejoint dans le document unique d'évaluation des risques les autres expositions professionnelles qui peuvent nuire à la santé physique. Alors j'accueille mon premier invité, Patrick Légerand. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, suite à ce drame, à cette vague de suicides, Xavier Bertrand, à l'époque ministre du Travail, vous a confié à vous et à Philippe Nass la mission d'établir un rapport sur ce qu'on devrait faire pour éviter ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire dans le futur pour éviter que ce drame ne se reproduise. Et vous avez préconisé la nécessité de commencer par la mesure. Et vous avez parlé de mesures, donc ça tombe bien, il y avait un institut de mesures, de statistiques, et la mission a été ensuite donc confiée à l'INSEE et qui a mis en place donc le collège d'expertise Golac suite à vos préconisations. Nous avons avec nous Serge Volkov. Bonjour Serge. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et donc, vous avez contribué, vous, à établir les recommandations du collège d'expertise Golac qui ont servi aux entreprises pour établir obligatoirement, depuis d'ailleurs, des stratégies de prévention de la santé mentale. Et j'ai la chance de vous connaître tous les deux, vous et Patrick, et je voulais faire bénéficier le public du CNAM de votre constat au cours des 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, par ailleurs, j'ai 3 autres personnalités. Alors, on sait parfaitement aujourd'hui que les actions de prévention des risques psychosociaux doivent nécessairement être pilotées par l'ensemble des acteurs de prévention au sein de l'entreprise pour qu'elles soient fructueuses, qu'elles doivent s'inscrire dans une politique globale de l'entreprise, une politique santé, et surtout que la gestion des risques psychosociaux soit au cœur du dialogue social pour que ces actions soient fructueuses. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Nathan. Bonjour Jean-François Nathan. Bonjour à vous. Ouais, vous allez porter la voix des salariés aujourd'hui. Jean-Christophe Sivera, la voix de l'entreprise. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Merci à vous aussi d'avoir accepté mon invitation. Et puis Amélie Adam, médecin du travail. Bonjour Amélie. Merci à vous aussi d'avoir accepté mon invitation. Ça va, le micro, il marche? Bon, en attendant qu'Émilie fasse les derniers réglages, je vais commencer par vous, Jean-François Nathan. Donc, vous avez
présidez l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, qui accompagne d'ailleurs les entreprises en prévention. Vous avez une grande expérience et un rôle significatif au sein des syndicats. Vous êtes aujourd'hui vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Et vous me dites, quand je vous ai invité, vouloir parler de ce qui va mal, mais aussi de ce qui va bien au cours de cette crise. Alors, je vous remercie de cet état d'esprit et de ce mode positif. Et je vous laisse la parole. Oui, c'est bon, rebonjour à toutes et tous. Et, alors, enfin, notre rencontre se situe dans je vais dire, dans cet environnement de la pandémie Covid. Et donc, le propos se situe aussi dans cette intensité de crise. Alors, vous remercier d'avoir pris cette initiative, parce que cette initiative fait sens dans ce contexte de crise, comme jamais nous avions pu imaginer devoir nous débattre. Donc mon propos, vous l'avez rappelé, moi je ne vais pas être dans une recherche de responsables, de trouver des coupables des difficultés dans lesquelles nous sommes. Car le grand danger qui guette notre société serait de rester dans le seul ressentiment et la seule dénonciation de ce qui va mal. Donc, il y a suffisamment de détresse, de lassitude avec ce télétravail en continu, d'effondrement de collectifs, de surtravail, qu'on ne doit pas rester seulement dans ces constats. Donc, je vais oser m'aventurer sur une proposition, en fait, un souhait, qui est une évaluation qui soit portée sur ce qui s'est joué dans la saison 1 du confinement, dans le retour que nous avons effectué les uns et les autres, mais dans la saison 2 dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Car il nous faut impérativement ouvrir le débat sur cette crise. Et cette crise, n'est-ce pas le moment de repenser enfin les organisations du travail, et en prenant appui, mais vous l'avez rappelé, sur l'ensemble des travaux qui ont été menés ces 15-20 dernières années autour de la dynamique travail, santé, enjeux de qualité, d'efficacité et d'oser de performance économique. Donc, paradoxalement, le mal-être qui monte des lieux de travail au domicile donne crédit, valide le besoin de collectif, de partage, et le travail, nous le mesurons, ne peut se réaliser seul devant son écran dans sa cuisine. Donc la recherche de sens, de pouvoir dire son travail, de s'exprimer partout dans la période est posée. Et que dire des premières et deuxièmes lignes, pour reprendre le langage de notre président de la République, qui ont été et continuent de démontrer qu'il n'y a pas de petit métier et qu'une caissière et son sourire sont aussi l'essentiel pour la vie. Donc, porté par cette réalité où le mal peut nous faire progresser, comme nous avons su le faire par le passé dans la compréhension des risques organisationnels, le retour du débat sur la valeur travail, au-delà de la seule réflexion sur la rémunération et le temps. Donc l'hypothèse peut être de voir le syndicalisme, les partenaires sociaux, se détacher d'une approche trop exclusive sur le travail, ce qu'on appelle le travail abstrait, qui est producteur de valeur, d'échange, donc le salaire, comme prix de la marchandise, de la force de travail, et qui s'est toujours effectué au détriment du travail concret, producteur de valeur d'usage, le travail comme générateur d'utilité sociale et de sens pour soi et pour la société. Et je pense que ce débat doit être à nouveau posé, car le travail reste trop dans l'ombre et une part de l'activité réelle des femmes et des hommes pour produire leur existence n'est pas mis en évidence et n'est pas mis en valeur. Donc, je reformule l'hypothèse qu'il y a bien des endroits
la crise Covid donc, a révélé, je veux dire, le noyau du travail, et en lieu et place que sa seule enveloppe, et a révélé, je veux dire, le cœur battant du monde du travail, qui est celui de l'engagement, et qui a brisé les chaînes des normes qui paralysent l'activité humaine. Donc, il nous faut rompre avec la mortifère culture du nombre, des chiffres, pour enfin pouvoir se libérer, parler de son travail, de sa qualité, retrouver son pouvoir d'agir pour se débarrasser des entraves qui font entrave au bien travailler. Et ce pourrait être un objectif politique pour 2021, et cet objectif politique pourrait être enfin l'année du travail. Merci beaucoup Jean-François Nathan. Est-ce que vous souhaiteriez challenger un peu Jean-Christophe Sivera, à qui je vais donner tout de suite la parole, ou je commence par lui, puis après je reviens vers vous. C'est quand vous le souhaitez. Est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, par exemple, lui qui porte... Quand vous avez présenté tout à l'heure entreprise et salariés, oui. L'entreprise est composée de salariés, d'employeurs, de directeurs, de cadres. C'est ceux qui fondent la communauté de travail. Et je pense qu'un de nos défis, c'est de parler de l'entreprise avec l'ensemble des acteurs qui la composent. Et l'entreprise n'est pas la synonyme du DRH ou de l'employeur. Et l'autre élément de challenge ou de débat, mais que nous avons déjà eu dans d'autres lieux, c'est ce que moi j'appelle, c'est-à-dire l'impératif d'un nouvel âge de la démocratie au travail. Tant que employeurs et salariés n'arriveront pas à se mettre autour de la même table pour parler du travail, on sera en grande difficulté. Mais je pense que le patronat, les directions ont une responsabilité particulière d'être aux avant-gardes de cette organisation du travail qui permette aux salariés de pouvoir dire leur travail. Très bien. Jean-Christophe Sivera, vous avez commencé votre carrière en tant qu'attaché commercial à l'ambassade de France à Atlanta, aux États-Unis. Puis vous étiez inspecteur du travail, puis juge du tribunal administratif, avant de rejoindre le cabinet de Martine Aubry, ministre du Travail en 1991. Et vous avez enchaîné plusieurs responsabilités en tant que directeur de ressources humaines. C'est à ce titre, justement, avec cette grande expérience que j'ai fait appel à vous aujourd'hui. Et merci encore une fois, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation. Donc, on vient d'entendre Jean-François Nathan. Alors, comment souhaiteriez-vous réagir à ces propos et quel est votre regard, vous, par rapport à la question du côté entreprise ? Bien, merci beaucoup de m'avoir invité à cette séquence parce que ce que moi j'ai appris depuis une quinzaine d'années que je m'intéresse à ces questions, évidemment en tant que DRH, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, pour ce qui me concerne en tout cas. Alors, c'est vrai que Jean-François Nathan l'a dit très justement, l'attitude devant ces situations, c'est l'humilité et surtout travailler ensemble, tous les acteurs concernés. Quand on regarde en arrière, et quand je fais l'historique, finalement, moi j'ai été dans l'automobile, j'ai été chez Renault, j'ai été dans la chimie, je suis maintenant dans les assurances, et partout. Et je suis aussi maintenant, en tant qu'élu local, je m'intéresse aux fonctionnaires territoriaux, aux agents locaux également, dans les communes. Qu'est-ce que je m'aperçois? C'est qu'en fait, on a fait pas mal de chemin. Je vais vous citer un exemple parce que ça m'a toujours frappé, je m'en rappelle tous les jours. Dans les années 90, j'étais chez Renault. On a connu un suicide dans une usine à Choisy-le-Roi. Un salarié s'est jeté du haut de l'usine, donc c'était sur le lieu de travail. Franchement, il n'y a pas eu de CHSCT. Personne ne l'a demandé. La direction non plus. On a simplement pris acte en imaginant que tout ceci relevait de phénomènes personnels. Et quand on voit la situation aujourd'hui, alors plus de 20 ans plus tard, j'en conviens, ça serait inimaginable aujourd'hui. Et simplement ce contraste assez évident montre que sans doute il s'est passé des choses depuis et que nous avons travaillé. On a travaillé, effectivement, on a appris. Au début, on a tâtonné. Moi, j'étais encore chez Renault au Technocentre
quand nous avons connu des suicides dramatiques. Ça fait partie des événements qui ont été évoqués. C'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs rencontré Patrick Légeron, que je salue à cette occasion-là, parce qu'il nous a bien aidés. Nous avons travaillé d'abord sur la prise de conscience, la sensibilisation du management, bien sûr, en premier lieu, parce que les managers, contrairement à ce qu'on entend parfois, se sentent extrêmement et directement impactés. Et il faut éviter qu'ils tombent dans des contextes de culpabilisation inappropriés. Nous avons fait évoluer les entreprises, je pense, pour les faire sortir de ce que j'appelle le déni. Le déni qui empêche en fait de la mise en mouvement, qui empêche les personnes d'agir. Nous avons essayé de mesurer, notamment par des enquêtes qui sont menées auprès des collaborateurs, à travers la perception qu'ils peuvent avoir. Et puis, la question qui est souvent posée aux entreprises, c'est finalement, est-ce que vous ne contentez pas souvent d'essayer de guérir, mais quid des causes? Est-ce que vous remontez un peu en amont dans les analyses des causes? Et là aussi, je crois qu'on a fait des progrès. Il est clair qu'aujourd'hui, je prends la déclaration unique des risques professionnels, personne ne songerait à laisser de côté l'analyse des risques psychosociaux. Mais je peux vous assurer qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout évident qu'il y ait autre chose que des risques physiques. Nous avons aussi changé dans notre conception de l'homme au travail. Je voudrais simplement donner une image. Il y a 15 ans, un salarié, quand il rentrait dans l'entreprise, on lui demandait d'être un homme neuf. Il prenait son habit de salarié, tout comme le manager prenait son habit de manager. Et au fond, on voulait un peu ignorer tout ce qui se passait en dehors de l'entreprise. Mais ce que nous avons, je crois, fait, c'est réconcilier l'homme entre le salarié ou la salariée avec sa vie privée, sa vie personnelle et sa vie au travail. Et tout ceci est un mélange. Donc une conception beaucoup plus globale, beaucoup plus humaine, il faut bien le dire, du salarié au travail. Et puis, quand on s'attaque aux causes, on s'est rendu compte qu'effectivement, les causes parfois peuvent être personnelles, et voire largement personnelles, mais au fond, l'entreprise se sent responsable d'une part, et j'avais beaucoup aimé une phrase de la Cour de cassation, pardonnez-moi, qui avait dit « S'il y a un lien, si minime soit-il, avec le travail, alors l'entreprise est concernée ». Et donc, pour nous, les DRH, ça a été très important de porter ce message au niveau des directions générales de l'entreprise, c'est de dire, même si la difficulté du salarié provient, bien sûr, de facteurs personnels, sinon tout le monde aurait les mêmes problèmes dans les entreprises, ce n'est pas vrai, eh bien, la Cour de cassation nous dit, même si vous n'avez qu'une petite part de responsabilité, l'entreprise, prenez-la en charge, et prenez-la tous ensemble, avec les représentants du personnel, avec les médecins du travail, avec tous les salariés, car les collègues ont un rôle extrêmement important à jouer, et c'est tous ensemble qu'on peut essayer de travailler et trouver des solutions. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Mais alors, justement, il y a d'autres aspects aussi, par exemple, les aspects juridiques qui ont évolué ces dernières années, puisqu'on parle, par exemple, de faute inexcusable de l'employeur. On a vu le juge demander à la FNAC, quand elle était en restructuration, d'évaluer l'impact psychologique sur les salariés. On a vu l'année dernière une condamnation en pénal. Donc, il y a eu plein d'aspects qui ont évolué aussi ces dernières années pour accompagner aussi tous les aspects que vous venez de citer. Je ne sais pas si Amélie et Adam, vous avez pu régler votre micro, Amélie? J'espère. Est-ce que vous m'entendez? Bah super, ça marche très bien. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous avez travaillé pendant près de 15 ans dans le service de santé au travail, interentreprise, comme médecin du travail, mais auprès notamment de petites entreprises, PME, TPE, dans différents secteurs d'activité. Vous avez donc une expérience sur ces sujets des risques psychosociaux dans les entreprises et dans des structures très diverses. Amélie, dans le contexte actuel, une toute petite question, où on a vu que les frontières entre l'environnement de vie et l'environnement de travail ont tendance un peu à s'effacer. Est-ce que vous diriez que le rôle du médecin du travail, lui, il s'efface, il se renforce ou alors il devient flou pour le salarié? Alors, je ne sais pas s'il devient flou pour le salarié, mais en tout cas, je pense que dans
Dans cette crise sanitaire, forcément, le rôle du médecin du travail a pris toute son importance. C'est-à-dire que faire du travail à la maison, quand c'est le lieu de travail, c'est toujours faire du travail. Donc, je pense que voilà, ça reste très, très important d'avoir un lien et qu'il soit bien identifié comme en charge de cette prévention des risques. D'accord. Et est-ce que la prise en compte des risques psychosociaux, pour vous, a-t-elle évolué, justement, et comment elle a impacté la pratique du médecin du travail? Alors, en tout cas, si on regarde dans le rétroviseur, le contexte des entreprises d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus le même que celui même du milieu des années 2000. Et depuis de nombreuses années, finalement, la prise en compte de ces RPS s'est beaucoup développée en entreprise. Alors, je pense que c'est d'abord le monde des experts qui l'a fait bouger. On a ici effectivement M. Légeron, donc le rapport Nasse-Légeron a commencé cette mouvance. Il y a eu le rapport Golac. Et ces rapports ont permis de structurer finalement l'approche des RPS. Et puis, on a eu derrière ça les accords nationaux interprofessionnels que vous connaissez bien, stress, violence, QVT, et qui ont renforcé les légitimités des démarches d'évaluation des RPS. Donc, ça n'était plus qu'une préoccupation d'experts, mais je crois que c'est grâce à ça que c'est devenu aussi un risque au cœur de l'entreprise dont tout le monde s'est dit qu'il fallait s'occuper. Et ce qu'il me semble, moi, c'est que suite à ça, il y a des outils qui ont émergé, des méthodologies d'évaluation, des propositions de questionnaires comme donc il y a Satin, il y a Everest, ça a été les institutionnels qui ont essayé de finalement mettre à disposition des agents de terrain des outils et qui ont permis à chacun de s'approprier cette approche des RPS par l'organisation du travail. Il me semble que c'est ce qui a permis de rendre ce domaine accessible à l'entreprise, finalement de la familiariser avec ce que voulait dire l'intensité du travail, le travail en urgence, les conflits de valeurs. On est sorti du monde des experts qui pouvaient calculer des scores, qui pouvaient donner un avis comme ça assez scientifique des choses et pour échanger sur le concret de la réalité de travail. Et je pense que ces approches, d'ailleurs, si ça a influé l'entreprise, ça a aussi influencé les pratiques des médecins du travail. On accompagnait déjà avant des situations de souffrance au travail, les violences, les conflits, les situations de mal-être, ça ne vient pas d'apparaître dans les entreprises. Mais finalement, cette façon d'interroger l'organisation du travail nous permet, lors des prises en charge individuelles, de ne pas rester sur la situation de souffrance, mais vraiment d'aller sur une analyse. Et quand on va voir pour un salarié en souffrance un manager, souvent la tentation est grande pour lui de personnaliser le problème. On va facilement parler de la fragilité médicale du salarié, du contexte personnel difficile. Et souvent, il a raison. En fait, la personne pour qui vient le voir, elle a d'autres problématiques parce que souvent, il y a l'ensemble des champs qui est envahi. Mais pour nous avoir posé un diagnostic et pouvoir lui répondre par le concret de la réalité du travail, lui parler de problématiques de charge, de montée en compétences qui n'a pas pu se faire, de manque de coopération, ça nous permet aussi de sortir de la psychologisation des situations, de parler d'un sujet qu'il connaît, de rebondir sur finalement des solutions qu'on pourrait essayer de bâtir. Et c'est ça qui nous permet aussi de basculer d'une situation individuelle et de passer à une situation collective, lui faire entendre que oui, le salarié, c'est peut-être le premier à craquer, mais si on ne fait rien, il y a dans la situation de travail telle ou telle contrainte qui met les salariés en difficulté et qui met aussi le collectif en difficulté. Donc moi, je crois que ces outils de vulgarisation, entre guillemets, qui ont été faits par les institutionnels, ça a beaucoup aidé à aborder la prévention des RPS. Et donc là, je vous parlais plutôt de prévention secondaire et tertiaire, mais même dans la prévention primaire, moi, je pense que les entreprises, elles ont progressé sur le sujet. Alors, c'est sûrement très dépendant, ce que je vous disais en introduction. Moi, j'ai travaillé dans des toutes petites entreprises. Je suis maintenant dans une très grosse entreprise. Et donc, c'est différent en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la culture. On voit des entreprises qui sont très matures sur ces questions. Et ce n'est pas que lié à la taille, d'ailleurs, je pense. Mais il y en a certaines qui ont mené des actions ambitieuses d'évaluation des RPS, qui ont suivi des plans d'action et qui sont habituées à se réinterroger sur ces facteurs de risque d'atteinte à la santé mentale. Et je pense que dans la période actuelle, ça prend encore plus son importance. C'est-à-dire que la crise, elle a bousculé toutes les organisations, tous les repères professionnels qu'avaient les salariés, les managers, les entreprises. Il y a une notion de charge, de frontière entre vie pro et vie perso, c'est ce que vous disiez dans votre introduction, les délais temporels, l'autonomie, les moyens, le sens du travail. Enfin, on pourrait en citer plein. On pourrait en faire un inventaire très large de toutes les dimensions du travail qui ont été touchées par la crise. Mais effectivement, la crise, du coup, a priori, on a l'impression que ça a plutôt amplifié les RPS, mais certainement que ça les a modifiés dans toutes ces dimensions-là
Et que finalement, les moyens de régulation qu'avait mis en place l'entreprise, ils ne sont pas forcément toujours en place, ou alors il faut les faire bouger. Et donc la crise, je pense, oblige les entreprises à réinventer les moyens de prévention ou à les repositionner, à réévaluer finalement les risques dans cette nouvelle situation et à savoir comment on refait de la prévention dans cette situation nouvelle. Très bien, merci beaucoup Amélie. Maintenant, je donne la parole à Patrick Légerand. Patrick Légerand, donc, vous êtes psychiatre et vous avez fondé un cabinet de conseil Stimulus qui accompagne depuis 30 ans maintenant les entreprises françaises sur les questions des risques psychosociaux. Quel est votre regard aujourd'hui sur les stratégies de prévention des risques psychosociaux par rapport, par exemple, à ce que je viens de citer Amélie, c'est qu'il y a souvent des actions en prévention secondaire, tertiaire, mais il y a aussi des choses qui sont faites en prévention primaire. Quel est votre regard par rapport à ce qui est fait et on en est où par rapport à l'Europe? Oui, merci. Je crois que c'est important de souligner, parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec la Commission européenne, que nous disposons de beaucoup de chiffres, beaucoup d'études, beaucoup de rapports qui nous montrent les difficultés et les faiblesses de la France dans ce domaine. Un tout dernier rapport de l'Union européenne indiquait que nous sommes au 19e rang, vous voyez, c'est pas terrible, en termes de prévention en santé. Mais je parle en santé générale. Et évidemment, on n'est pas épargné dans la thématique de la prévention des risques psychosociaux. La France, c'est bien connu, tous les responsables politiques le disent, nous n'avons pas une grande culture de prévention. Et malheureusement, il m'est arrivé dans ces 30 ans que vous venez de citer, de rencontrer plusieurs fois, trop fréquemment à mon avis, des chefs d'entreprise qui me disaient, écoutez, on n'a pas connu de burn-out ou de suicide à notre travail, dans notre entreprise, pourquoi mettrions-nous en place des actions de prévention des risques psychosociaux? J'avais envie de leur répondre, avez-vous attendu qu'il y ait un incendie dans votre entreprise pour mettre en place un plan de prévention? Donc nous avons une grande faiblesse de prévention. Ce qui est d'autant plus inquiétant aujourd'hui, mais bon, je serai un discours un petit peu plus positif plus tard, c'est que nous avons des informations intéressantes venant toujours de structures européennes, l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail, qui est la grande agence de l'Union sur ces thématiques, dans un rapport juste avant l'apparition de la Covid-19, c'est-à-dire en décembre 2019, indiquait que la digitalisation de plus en plus forcenée du travail, évidemment derrière le mot digitalisation, on pense beaucoup au télétravail, allait accroître considérablement les risques psychosociaux. Donc, il faut vraiment s'emparer du problème et dans ces deux aspects. Alors, je suis content d'avoir entendu une évidence, à savoir que les aspects d'organisation du travail sont toujours au premier rang et que, évidemment, face à un nouveau contexte d'organisation du travail comme le télétravail, il va falloir développer des outils puissants d'évaluation. C'était le sens du rapport que nous avions remis au ministre, à savoir qu'on ne peut pas agir sans avoir connaissance d'un diagnostic assez précis. Donc là encore, nous avons une grande faiblesse dans les enquêtes européennes, ESNR, je pense. La France est très mal placée dans l'évaluation des risques dits émergents. Donc, il faut faire des efforts pour mieux comprendre. Mais il y a un domaine sur lequel je veux beaucoup insister, puisque c'est peut-être le domaine qui est apparu comme avec force depuis 3-4 ans, dizaines d'années dans Europe, plus récemment en France, c'est le problème du management. Parce que la problématique de la souffrance au travail, des risques psychosociaux, n'est pas uniquement l'organisation du travail, même si elle est majeure. C'est également les pratiques managériales. Et là encore, nous avons beaucoup à nous interroger sur des chiffres fournis par les grandes enquêtes européennes. Savez-vous que dans une enquête récente de l'année 2019, 60% des salariés français disent que leur manager est source de stress. La moyenne européenne, c'est 40%, et même dans un pays comme la Norvège, il n'y a que 10% des salariés qui disent que leur manager est source de stress. Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux managers parce qu'eux-mêmes sont des fois parmi les plus stressés dans l'entreprise. Mais il y a une vraie problématique concernant les pratiques managériales. Et je suis content de voir que la Covid-19 bouscule beaucoup des certitudes et que le management est beaucoup remis en question, des formations, des interventions se font. Il est temps parce que dans les pratiques managériales aujourd'hui, et on sait depuis plusieurs grands rapports européens et français que le manager, et j'aime bien cette formule, est un acteur fondamental de la santé au travail. Le manager est acteur de la santé au travail, son rôle est fondamental là-dedans.
et que dans ses pratiques au quotidien, ses comportements, ses attitudes, ses décisions, en permanence, il peut être vis-à-vis de ses équipes un facteur de protection ou un facteur de risque. Et juste quelques chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres, il y en a beaucoup, mais par exemple, pour la question par exemple de la reconnaissance au travail, qui est une pratique managériale extrêmement importante, nous sommes très faibles. Il n'y a que 55% des salariés français qui ont le sentiment d'être reconnus au travail. C'est plus des 2/3 dans la moyenne européenne, et même dans des pays comme la Suisse ou l'Allemagne, c'est 75% des salariés. Donc, il faut remettre en question beaucoup ça. Alors, moi, je suis quand même assez positif parce que de l'endroit où nous sommes, à travers les études plus récentes et aussi à travers des activités du cabinet, nous nous apercevons que les entreprises ont été profondément secouées. Et il y a un deuxième électrochoc. Le premier électrochoc, vous l'avez bien cité, ça a été la vague de suicides. Et à partir de là, il faut reconnaître que les entreprises sont un peu sorties du déni et sont rentrées dans des actions, mais des actions encore insuffisantes par rapport à nos voisins qu'il faut agir. Donc, je pense qu'il va s'agir d'agir maintenant fortement parce que, dernier chiffre que je vous donnerai, et qui sont quand même assez inquiétants, c'est que 35% des salariés considèrent, c'est-à-dire plus d'un tiers, que l'entreprise ne s'intéresse pas du tout à leur bien-être au travail. Alors que c'est 2 fois plus, par exemple, que les Pays-Bas. Et lorsque les salariés français disent « oui, mon entreprise s'intéresse à mon bien-être au travail », la moitié de ces salariés qui disent « oui, ils font des choses », la moitié des salariés vous disent « oui, mais ce qu'ils font est vraiment très superficiel et pas vraiment sérieux ». Vous voyez encore des chiffres qui nous placent assez mal. Donc, je pense que la France avance toujours avec des crises. Il y a eu la crise des suicides, il y a la crise, en effet, de la Covid-19 et des modifications au télétravail. Et peut-être que cette façon d'avancer par crises successives, qui est assez française, pas uniquement dans le domaine de la santé au travail, va être assez bénéfique pour une deuxième étape que je souhaite un peu meilleure que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui laisse encore beaucoup à désirer. Nous espérons. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Maintenant, je donne la parole à Serge. Serge, vous êtes statisticien ergonome, professeur émérite au CNAM. Vous êtes spécialiste des relations entre l'âge, le travail et la santé. Vous étiez donc membre du collège Golac et vous travaillez sur les évolutions des conditions de l'organisation du travail et l'impact de l'apprentissage et puis comment l'articulation des approches quantitatives et qualitatives. Quels sont, d'après vous, les domaines dans lesquels les évolutions des conditions et de l'organisation du travail les plus marquantes et qui auraient pu accroître ou atténuer justement les risques psychosociaux, notamment avec tout ce qu'on voit, c'est-à-dire à la fois il y a le vieillissement de la population active, peut-être un peu grâce aussi aux efforts en prévention, qui fait qu'on reste travailler encore à des âges avancés, mais aussi on a l'invasion du numérique, de l'intelligence artificielle, la généralisation maintenant du télétravail. Quel est votre regard là-dessus ? Alors, je vois pas Serge, peut-être qu'il a le micro coupé. Eh ben oui. Voilà, toutes mes excuses. Non, mais et mon micro pour que ça ne perturbe pas les autres intervenants. Je disais que c'était bien de poser la question comme ça en reliant la situation actuelle à tout le passé, c'est ce que les autres intervenants ont fait aussi. On est à un moment d'une évolution des facteurs psychosociaux de risque et de leur prise en charge. Il y a un avant la période de crise, il y aura un après, dont on ne sait pas encore comment elle sera. Ça vaut la peine d'adopter cette perspective-là. Et ça vaut la peine aussi, mais plusieurs intervenants avant moi l'ont fait, de distinguer des facettes là-dedans. Le collège d'expertise que vous citez, auquel j'avais participé, vraiment distinguer un certain nombre de dimensions, et on peut bien comprendre que même si c'est intéressant de temps d'être un grand ruban autour de tout ça et appeler ça risques psychosociaux, malgré tout, il y a là-dedans des sensations de débordement et de surcharge, des émotions à gérer avec un public, un manque de pouvoir d'agir, de prise sur les événements, de participation et d'autonomie, des tensions interpersonnelles avec des collègues, etc., des conflits de valeurs, enfin, toutes ces composantes-là, qui relèvent toutes d'un registre psychosocial, mais dont on comprend bien qu'elles ne renvoient pas ni forcément au même champ de connaissances, ni forcément aux mêmes priorités d'action. Alors, ce qui se passe, pour répondre directement à votre question, c'est que en évolution,
tout ça s'est empilé, en fait, peu à peu. La question du manque d'autonomie, elle remonte très très loin, hein. Il y avait des conflits pour la dignité dans le travail dans l'industrie automobile, pardon à Jean-Christophe Sibérage, mais il n'y était pas encore à l'époque, c'était dans les années 70. Voilà, c'était toute la très faible qualification, le manque d'intérêt du travail, la répétitivité, etc. On en a gardé un peu, hein. C'est empilé là-dessus, tout le mouvement d'intensification du travail qui s'est produit dans le dernier quart du XXe siècle, ça, avec la hâte au travail, les contraintes qui s'interpénètrent, etc. Et on n'en a pas fini avec ça. Et puis peut-être dans une période plus récente, avec, alors vous l'évoquez, l'intelligence artificielle dans le cas aussi des plateformes logistiques, les commandes vocales, les systèmes d'organisation des livraisons, etc., etc. Une sorte d'éclatement des collectifs de travail, pas général, hein, je ne veux pas en faire un diagnostic uniforme, mais une tendance qui va de ce côté-là, et une tendance qui va aussi à un accroissement de conflits de valeurs, qu'on a très très bien vu dans le cas tout récemment, par exemple, du procès de France Télécom, où c'est très largement la mutation de cette grande entreprise d'objectifs de service au public vers des objectifs plus financiers et commerciaux, vécus comme ça par les salariés, Oui. menés assez brutalement, d'après ce qu'on comprend qui s'est dit dans le procès, qui a été porteur d'un facteur nouveau de risque psychosocial. Pour résumer tout ça, l'impression générale qu'on a au travers et des enquêtes et des études de terrain et des points de vue des praticiens comme Amélie Adam ici, c'est qu'il y a quand même une forte tendance à l'individualisation des situations de travail. Ces évolutions-là tendraient à renvoyer, je veux dire ça comme ça, de plus en plus chacun à soi-même, à son propre vécu, à ses propres réactions, à la manière dont il l'éprouve, avec moins de possibilités de partager, d'échanger. Et la crise dans ce domaine-là, je partage en partie ce qu'a dit Jean-François Nathan au début, avec ce travail à distance, ce télétravail, peut accentuer ça. Peut. Ce n'est pas le cas partout. On a une enquête en cours sur les risques psychosociaux pendant la période de crise sanitaire dans un grand groupe multinational implanté très largement en France. Et là, on voit au contraire qu'il y a eu une très très grande capacité de se retisser des rapports de coopération, même dans le travail à distance. Donc de ce côté-là, le pire n'est pas sûr, quoi, si je peux dire. Oui. Dans le travail sur site, on a même un peu l'impression qu'il y a un certain nombre de lieux où les solidarités concrètes se sont renforcées à l'occasion du besoin de prendre en compte ces préoccupations sanitaires. Il y a de la surcharge de travail, mais il y a des coopérations. Alors, on verra bien vers où on va. Mon pronostic sur l'immédiat après-crise, quand même, c'est qu'il y a un facteur psychosocial dont on ne parle pas depuis le début, mais qui est bien présent quand même aussi parmi les dimensions, y compris celles qu'évoquait le collège d'expertise, c'est la sécurité d'emploi, la sécurité de la situation de travail. Et il est bien possible, on va faire le plan sur la comète, que dans les mois qui viennent, ça va être ça le facteur majeur, les craintes pour l'emploi. Dans cette même enquête dont je parle dans le groupe en question, la moitié des répondants ont dit qu'ils avaient la crainte d'un changement non désiré. Et on comprend que dans le changement non désiré, il peut y avoir y compris la crainte de perdre leur emploi, mais aussi des restructurations, des changements un peu forcés, des mobilités un peu forcées, etc., y compris des mobilités géographiques. Tout ça va être très, très, sans doute présent dans les mois qui viennent, pour tout le monde, dans les entreprises, et ça va à la fois renforcer et s'articuler avec les autres facteurs d'individualisation dont je parlais. Très bien, merci beaucoup. Mais il y a aussi l'isolement peut-être que vous n'avez pas cité, qu'on pourrait aussi rajouter à cette liste, hein, non? Dans le télétravail ou en général? En général, pendant une des expositions qui un peu associée au télétravail. Oui, enfin, l'isolement, le sentiment d'isolement social. Le sentiment d'isolement. Oui, en effet, il a pu se développer par ce côté, par exemple, les collectifs qui n'arrêtent pas de changer, les prises de décision, ça c'est un phénomène très récent, des gens qui décident de votre sort mais qui sont très loin et que vous ne rencontrez pratiquement pas. Il y a la sociologue Marianne Dujarier qui a écrit un livre comme ça sur ce qu'elle appelle les planeurs, c'est-à-dire des gens qui planifient votre travail, vous ne savez même pas qui c'est, vous ne savez même pas où c'est dans votre pays, quoi. Et donc voilà, tout ça, ça crée en effet un contexte qu'on peut appeler d'isolement, vis-à-vis duquel on essaye de se reconstituer des petites solidarités locales, quand même. Oui. Et on y arrive et on s'en sort un peu, à peu près.
eh bien, on n'y arrive pas et en effet, ça peut devenir très, très difficile. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup, Serge. Et justement, Jean-François, vous, qu'en pensez-vous justement de l'impact qu'a eu le confinement dans les transformations des situations de travail, pour compléter un peu ce que vient de dire Serge? Alors, je ne m'autoriserai jamais à contredire Monsieur Volkov. Ça mériterait, c'est là où moi je plaide. Alors, je plaide ce travail d'évaluation, parce qu'il semble bien que la saison 1 du confinement a pu être vécue en mode positif. Je mets des gros guillemets au terme positif. La saison 2 semble beaucoup plus difficile dans sa gestion du quotidien et dans ce sentiment d'isolement, de lassitude, voire d'épuisement. Que l'on soit dans sa cuisine, seul, ou rattaché à des collectifs de travail. Voilà, donc mais ça mérite d'être travaillé. Moi, ce que j'ai essayé d'évoquer dans les 4 minutes qui m'étaient données, et je m'étais attaché à écrire mon texte, c'était pour souligner que le moment était peut-être venu, que cette crise, en fait, rassemble l'ensemble de tout ce que les uns et les autres nous avons produit ces 15-20 dernières années pour y mettre en œuvre. C'est-à-dire le travailler autrement est appelé. Et la crise nous appelle à travailler autrement. Voilà, donc, et tous les constats que l'on a faits, tous les rapports qui ont été produits, toutes les évolutions et les prises de conscience du monde syndical, du monde patronal, elles ont eu lieu. Maintenant, il faut qu'on passe une étape supplémentaire et la crise est peut-être et certainement, je vais dire, un événement qui peut nous permettre de passer une étape supplémentaire. On a cranté, on peut passer à une étape supplémentaire. Et dans cette étape supplémentaire, je n'ai de cesse de plaider que la notion du pouvoir d'agir, la notion de donner, j'aurais dire, aux travailleuses et aux travailleurs, j'aurais dire, les capacités de porter le débat sur l'organisation du travail est appelée. Et les accords en cours, les discussions en cours sont traversées par cette exigence de démocratie au travail. Et sans, je vais dire, desserrer, je vais dire, l'étau de l'organisation du travail, on ne s'en sortira pas. Et là aussi, ça mérite étude, je vais dire, scientifiques, universitaires, des experts. Mais il semble bien que dans la crise, et notamment dans la saison 1, on se soit, dans bon nombre d'entreprises, de services, on s'est affranchi des règles. On a fait péter les normes. Et en faisant péter les normes, vous m'excusez d'être un peu vulgaire au sens, voilà, mais on a fait de la transgression. Et on a visé le bien travaillé et l'efficacité. Et même dans des charges de travail, les salariés ont été, enfin, j'ose le mot, se sont épanouis. Moi, je l'ai mesuré dans la sécurité sociale. Toutes les plateformes Covid, tout ce qu'on a demandé, les exigences qui ont été portées, elles se sont faites dans un contexte où on a fait tomber les normes. On a revu toutes les stratégies managériales et on a visé l'efficacité, on a visé le bien travaillé. Et les résultats sont là. On a beaucoup travaillé, mais on a mieux travaillé. Et donc, moi, je dis, bah, tiens, peut-être que ça doit nous faire réfléchir à l'ensemble du monde du travail et dans la société. Et on a parlé beaucoup de rapports, des rapports fabuleux, mais moi, j'en ai un que j'ai toujours gardé près de moi. Alors, je ne dis pas que Nas-Légeron, je ne l'ai pas gardé. Je ne dis pas que le rapport des experts autour de Michel Golac, je ne l'ai pas gardé. Mais celui que j'ai gardé de plus intensément, c'est bien-être et efficacité au travail. Parce qu'en 10 recommandations, dont une, le sens et le bon sens dans la conduite des hommes, était, je vais dire, c'était la première recommandation. Et je pense que c'est celle qui doit nous animer
chaque jour le sens et le bon sens dans la conduite des hommes, et j'ai envie de dire, pour se calmer, parce qu'on en a besoin. On a besoin, dans ce moment d'intensité où tout le monde est en train de paniquer, de se calmer. Et l'entreprise, la communauté de travail, est le lieu propice du ressourcement et de retrouver sens. Et si l'entreprise ne le fait pas, la crise sera encore beaucoup plus violente et la crise va dégénérer en crise sociale et politique. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, Jean-Christophe Sibéra, est-ce que vous voulez réagir à ce constat, justement? Quel est le sentiment que vous avez eu, vous aussi, par rapport à cette crise? Est-ce que les entreprises ont fait des efforts peut-être qu'elles n'auraient jamais pu faire avant? Qu'en pensez-vous? Ah, un micro coupé peut-être. Pardonnez-moi. Oui, dans les entreprises se sont trouvées évidemment basculées dans un monde très brutalement d'ailleurs, avec un effet de sidération assez fort qui est pour beaucoup d'entre elles pas très propice à l'action. Parce que quand on est sidéré, on a un peu de mal à décider ou à faire des choses. Donc effectivement, les entreprises ont eu des réactions assez variées selon qu'elles étaient elles-mêmes plus ou moins préparées ou elles avaient pu anticiper. C'est vrai qu'une entreprise globale qui a vu arriver le virus parce que finalement elle avait des équipes en Chine, en Hong Kong ou au Japon, donc elles avaient 3 mois d'avance, si je puis dire, pour réagir, ou même arriver en Italie juste avant la France, c'était aussi plus, je dis pas facile, mais en tout cas plus aisé à réagir. Sur le bilan par rapport aux questions qui nous intéressent, c'est qu'en fait, ce qu'on voit très bien, c'est que dans la crise, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des éléments de réponse à nos problèmes. C'est-à-dire que le développement massif du travail à distance, même si le travail complet à distance, ce n'est pas l'objectif, mais le travail massif à distance oblige qu'on le veuille ou non, à provoquer des réponses aux questions qu'on se posait. Par exemple, comment donner plus d'autonomie aux salariés? Avec le travail à distance, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez que le faire. Comment éviter de déranger constamment les salariés parce qu'on passe les voir et qu'au fond, ce dont se plaignent bien souvent les salariés dans les enquêtes, c'est j'ai du mal à faire des choses de manière continue, je suis sans arrêt dérangé, etc. C'est vrai que le travail distance permet, grâce à cet éloignement, évite et diminue ces perturbations quotidiennes liées au travail sur site. Donc, des phénomènes d'isolement que vous avez évoqués sans doute, mais aussi des phénomènes régulateurs positifs. Et le mot-clé dans cette affaire, c'est comment faire en sorte que les managers développent une relation de confiance. Confiance qui permet plus de déléguer et qui, donc, ayant donné plus d'autonomie aux salariés, va permettre aux salariés de compenser des effets de stress et de pression qui, franchement, pour une part, ne changeront pas. La concurrence, les effets et les impacts économiques de la crise sont des facteurs de stress et de pression sur les salariés, sur lesquels les entreprises n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, il faut trouver des phénomènes de compensation, et je dirais le travail à distance lui-même comporte en lui-même des facteurs de compensation autour de l'autonomie, de la confiance et plus d'empathie managériale. Très bien. Eh j'enchaîne justement sur une deuxième question peut-être pour vous aussi. C'est comment s'organise un peu le pilotage des actions de prévention des risques psychosociaux avec tous les autres acteurs de prévention. Donc, il y a le RH, il y a le représentant du personnel, il y a le médecin du travail, mais vous avez aussi les préventeurs, les psychologues du travail, les managers eux-mêmes. Quel est votre regard là-dessus, justement ? Alors, là, ce n'est pas complètement lié à la crise. C'est vrai que là, pour le coup, on a beaucoup appris à travailler en équipe avec tous les acteurs que vous évoquez. Moi, j'en ajouterai un d'ailleurs, même si, pardonnez-moi, je vais les féminiser, c'est les assistantes sociales. Moi, j'ai toujours été très, très attaché au rôle des assistantes sociales parce qu'ils sont un peu à la croisée, souvent, entre la vie au travail et la vie personnelle. Et donc, ils captent énormément de choses et ils jouent un rôle régulateur. Quand je suis arrivé chez Rodial, on en avait supprimé, enfin, et je les ai toutes rétablies dans tous les sites parce que c'est joué un rôle fondamental. Donc, tous ces acteurs, effectivement,
quand ils travaillent ensemble, ça marche parce que personne n'a la vérité et surtout, chacun a son point de vue. Et je me souviens par exemple chez Renault, donc à la fin des années 2000, quand on a mis en place des petites fiches pour chacun des acteurs. C'est-à-dire quelle est votre capacité notamment de détecter. La détection est tout à fait fondamentale et c'est l'addition des regards complémentaires de détection qui va faire qu'on va pouvoir anticiper et détecter quand les choses se passent mal. Après, il y a également, tous ces acteurs sont très importants sur la formation et l'accompagnement et toutes les formations, notamment managériales, qu'on a fait avec l'intervention des médecins du travail, avec l'intervention des représentants du personnel, sont tout à fait essentielles. Et puis quand on cherche l'analyse des causes, quand on travaille sur les root cause analysis, où finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on faisait pour les accidents physiques. On fait des analyses des arbres des causes dans les accidents physiques. On a transposé nos méthodes de travail sur les risques psychiques. Last but not least, je vais quand même le dire, il faut arriver au top management. Il faut que ces sujets montent en haut de la pile, soit à la pile de top management. Je vais citer un exemple pratique dont j'ai eu idée quand j'étais chez Solvay, mais qui était important, c'est que le COMEX, donc le direction générale au plus haut niveau d'un groupe mondial, dans la chimie, on passe beaucoup de temps à suivre les accidents du travail physique. Et donc, moi, je leur ai proposé, à l'époque où j'y étais, en tant que responsable de Wellbeing at Work, j'ai dit, écoutez, 2 fois par an, au COMEX, on va présenter un cas de risque de burn-out. On va faire une root cause analysis, pardonnez-moi, une analyse des causes de 2 cas de burn-out arrivés dans l'entreprise. Et le médecin du travail vient, le médecin du travail du site concerné vient avec l'ARH et si le salarié est d'accord, il vient témoigner lui-même devant le comité de direction. Et là, je peux vous dire que pour l'avoir fait, ça ébranle. Ça touche ces managers qui sont si lointains, comme évoquait Serge Volkov tout à l'heure, qui risquent d'être si lointains. Et ben, je peux vous dire que ce jour-là, on a fait énormément de progrès parce que le sujet est remonté en termes de priorité au niveau du sommet des grandes organisations. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Justement, Amélie, Adam, est-ce que vous pensez, vous êtes déjà vous projetez dans un rôle comme celui que vient de décrire un peu Jean-Christophe Sibera à l'instant? Quel est votre regard, justement? Oui, bah justement, je pense que je vais certainement redire des choses que Jean-Christophe a dit parce que je me retrouve très bien dans le message qu'il vient de nous porter. Moi, il me semble effectivement que pour mieux agir en prévention, il faut développer le plus possible les actions pluridisciplinaires et concertées sur le sujet. Et que les différents acteurs que sont alors, les directions, les RH, les représentants du personnel, les médecins, les infirmières du travail, les psychologues du travail, les préventeurs. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a des correspondants QVT. Toutes ces personnes-là ont un rôle à jouer. Et c'est sûr que leur approche, elle sera différente sur ces sujets-là, mais elle sera complémentaire. Et alors, c'est sûr que selon les contextes, il y a des fois où on intervient parce qu'on veut évaluer une situation existante. Il y a des fois où c'est une situation de crise, et donc on va se mobiliser ensemble. Ou alors, il y a des projets de réorganisation et on va vouloir identifier en amont les risques par rapport aux risques psychiques. Donc, ces acteurs n'auront pas le même rôle à jouer à chaque fois, mais je pense que cette pluridisciplinarité, elle sera à chaque fois une force de frappe, en fait, et elle sera intéressante. C'est sûr aussi qu'il n'y a pas les mêmes ressources dans une grande entreprise ou dans une PME, mais finalement, dans toutes ces structures, il y a des ressources internes ou externes qui peuvent composer cette pluridisciplinarité. Même une toute petite entreprise, elle a un médecin du travail, elle peut faire appel à une infirmière, elle peut à un moment solliciter des aides externes pour se faire accompagner. Donc le tout, à mon avis, c'est de savoir identifier les personnes ressources et de les mobiliser. Et puis un des enjeux importants aussi dans ces démarches de prévention de RPS, et pour le coup, je crois que ça a déjà été dit aussi, c'est d'arriver à faire travailler ensemble les différents acteurs de l'entreprise et notamment les partenaires sociaux. On voit que dans ces démarches, si on reste sur une posture, si on n'est pas prêt à faire bouger les lignes, c'est souvent compliqué de parler réellement du travail. Parce que dès qu'on va arriver sur un sujet un peu sensible, chacun fera vite un pas en arrière et reviendra sur ses positions. Donc il y a un enjeu effectivement à un petit peu être prêt à faire bouger les lignes et à changer des positionnements habituels. Donc l'adhésion des différents partenaires à la démarche de prévention me paraît absolument fondamentale.
Et puis, alors pareil, c'est peut-être encore une porte ouverte parce que je pense que c'est une évidence pour les acteurs qui sont là, mais il faut absolument que cette démarche soit participative, qu'elle puisse impliquer les salariés eux-mêmes. Il faut prendre, à mon avis, le temps d'acculturation parfois parce que, alors ça dépend des contextes, il y a des fois où les acteurs sont déjà très au fait de ces questions, ils connaissent bien ces problématiques de RPS. Mais parfois, il faut prendre le temps de s'assurer qu'on parle bien le même langage, que chacun peut s'approprier la démarche, que chacun a été formé à ce que ça veut dire finalement les risques psychosociaux. Parce qu'on peut constater, sinon, des fois, quand les acteurs de la démarche n'ont pas été formés, c'est qu'on aboutit à des actions anecdotiques. Agir sur les rapports sociaux, c'est pas juste faire un repas de Noël ou monter un apéro Zoom récurrent, quoi. C'est vraiment s'interroger sur la coopération, sur les possibilités d'entraide au sein de l'équipe, sur la façon dont chacun peut s'exprimer et se faire entendre, se demander si on a des espaces de discussion. Enfin, tout ça, ça fait partie de la prévention et de ce qu'on peut mettre en place sur cette notion des rapports sociaux. Mais il faut aussi autour de la table des personnes qui sont en capacité de faire émerger des solutions et qu'on ne reste pas sur des solutions en surface. Très bien, merci beaucoup Amélie. Patrick Légerand, les grandes entreprises, j'ai l'impression qu'elles sont bien équipées en fait en termes de prévention. Elles s'adossent au moins sur des cabinets conseils pour les aider à faire face aux risques psychosociaux. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Comment font les établissements de taille intermédiaire, les petites entreprises, au regard des moyens dont ils disposent, des priorités qu'elles ont à gérer? Comment elles font? Oui, il y a en effet des différences à noter. Et ma consoeur Amélie, donc, tout à l'heure, disait à juste titre qu'il y a des grandes entreprises qui font des choses très bien et des grandes entreprises qui font des choses pas du tout. Et puis, il y a des petites entreprises qui font des choses bien. Donc, il ne faut pas non plus classer les bons élèves parmi les grandes entreprises et les mauvais élèves parmi les autres. Mais ceci dit, c'est vrai que toutes les études ont montré que les faiblesses aujourd'hui dans le champ des préventions des risques psychosociaux, c'est essentiellement les petites entreprises et c'est également le secteur public. C'est paradoxal puisque c'est le secteur qui dépend quand même de l'État. Et moi, j'ai été quand même toujours étonné quand on avait dit à Xavier Bertrand, même s'il fallait secouer le cocotier, il pouvait le faire des entreprises qui étaient sous sa dépendance, c'est-à-dire le secteur public. Voilà. Mais c'est vrai que les différences s'expliquent aussi en termes de ressources. Pour mettre en place des actions de prévention des risques psychosociaux, il faut des ressources. Et il y a deux types de ressources. Il y a des ressources d'expertise. Et c'est vrai que ça a été souligné et que les grandes entreprises ont souvent beaucoup plus de ressources d'expertise. Ils ont en leur sein des fois des préventeurs qui sont formés. Et ils ont des fois des partenaires qui ont reçu des formations. On a perdu Patrick là, non? Non, moi non, c'est bon. Ok. Non, il y avait un petit moment où… Des ressources d'expertise dans les grands groupes, les grandes entreprises. Les services de santé au travail sont des fois des services autonomes, c'est-à-dire les médecins qui se consacrent, travaillent uniquement à l'entreprise dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas éparpillé dans plusieurs entreprises. Donc, il y a toutes ces ressources que n'ont pas évidemment les petites entreprises. Donc, il faut vraiment se mobiliser pour permettre d'avoir ces ressources d'expertise aux petites. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans des pays bien plus en avance que nous. Le Québec, par exemple, le Québec a développé depuis longtemps, ça existe un peu en France, j'y reviendrai, des packages, des outils à la mise à disposition des petites entreprises, à la fois de diagnostic qui est extrêmement important. On a beaucoup insisté évidemment sur la nécessité d'avoir des indicateurs des risques psychosociaux, de ne pas se lancer dans des actions sans avoir des diagnostics assez précis, ce qui est encore une faiblesse française là-dessus, et donc des packages avec également des formations en ligne, des choses comme ça. Alors en France, il y a eu aussi des tentatives. Je sais que l'ANACT, l'INRS, qui a dirigé notre confrère, notre ami Jean-François Natton, mais il faut qu'on reconnaisse, et certains cabinets le proposent aussi, des packages qui sont accessibles en termes d'expertise solide, mais là encore, il faut reconnaître que ça n'a pas un grand succès et que je pense qu'il faut développer d'abord l'information. Je pense que le rôle des secteurs d'activité, des organisations professionnelles, des branches professionnelles, de mobiliser peut-être un peu plus le patronat de ces petites entreprises, qui est peut-être pas suffisamment sensibilisé à pousser les petites entreprises à faire ça. Puis, il y a deuxième type de ressources, c'est bien sûr les ressources financières. Les ressources financières, car
mettre en place des programmes de prévention des risques psychosociaux, conduire des diagnostics, former les managers, ça a un coût. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, et surtout dans les petites entreprises, c'est vécu comme une dépense, alors qu'en fait, c'est un investissement. Ce que nous avions proposé, Philippe Noss et moi-même, au ministre de Travail de l'époque, c'était, il y a 13 ans, c'était d'avoir des réflexions sur défiscaliser. C'est-à-dire avoir des incitations financières fortes, c'est-à-dire que lorsqu'on met en place certaines actions, un peu comme quand on décide de rénover son logement pour lutter contre le réchauffement climatique et la déperdition d'énergie, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des avantages fiscaux considérables. Et donc, ce serait intéressant d'avoir une réflexion de défiscalisation forte de toutes les actions. Et ça serait gagnant-gagnant. Gagnant, évidemment, pour la petite entreprise qui, évidemment, aurait un coût moindre de mettre en place de telles actions. Gagnant pour les salariés de ces entreprises qui, évidemment, bénéficieraient de programmes intéressants pour protéger leur santé mentale au travail. Et puis, gagnant aussi pour la collectivité, parce que ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est pourtant un sujet quand même majeur, c'est le coût de tout ça. Le coût des risques psychosociaux est considérable. La dernière grande couverture de juillet 2019, donc un peu plus d'un an, du Financial Times, excusez-moi, ce n'est pas une revue de santé ni de travail, c'est une revue économique. Il parlait du tabou en trillions de dollars, c'est-à-dire le trillion, c'est des milliers de milliards, que représentait la santé mentale au travail. C'est un coût considérable. Et évidemment, ce coût pèse sur la collectivité. Et là encore, les pouvoirs publics auraient tout intérêt, comme le font certaines entreprises d'Europe du Nord, à considérer que le retour sur investissement est considérable. Mais là, évidemment, on est face à des problématiques qui dépassent le monde du travail, qui dépassent les entreprises, qui sont des problématiques de santé publique. Et là encore, excusez-moi d'attirer l'attention sur le fait que la France est une très mauvaise élève en santé publique. La santé publique, et William Dabb serait complètement d'accord avec moi, est très en retard. Et là encore, il faut s'intéresser à la santé publique. Et un des regrets que j'ai, alors peut-être je choquerai ma consoeur médecin du travail, c'est que finalement, tous ces problèmes de santé au travail dépendent essentiellement du ministère du Travail. D'ailleurs, anomalie par rapport à beaucoup de pays, la santé au travail, les médecins du travail ont comme autorité le ministère du Travail et pas le ministère de la Santé. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des petites révolutions dans les mentalités. La santé au travail, c'est certes une affaire de travail, mais c'est aussi une affaire de santé. Nous avions proposé à plusieurs reprises de créer une espèce de délégation interministérielle. Il y a des problématiques qui aujourd'hui sont interministérielles. Par exemple, quand on lutte contre la toxicomanie, il y a bien sûr le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de l'Intérieur. Quand on lutte contre les accidents de la route, il y a aussi des réunions interministérielles. Il faudrait créer une structure interministérielle sur la santé au travail, de manière à ce que la santé au travail soit aussi abordée en partie, pas uniquement, mais en partie par le ministère de la Santé. Parce que nous sommes face à un problème de santé publique et un coût considérable. Et donc, je pense qu'il y a des décisions pour améliorer la prise en charge et la prévention des risques psychosociaux pour les petites entreprises et les grandes, qui serait évidemment une certaine révolution de l'organisation de cette santé au travail en France, qui est encore assez, à mon avis, inadaptée. Très bien, merci beaucoup Patrick. C'est vrai que la santé au travail, c'est un peu transverse aux deux ministères, mais c'est peut-être, elle est là la complication, enfin c'est l'impression que j'ai, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, il y a quelque chose aussi que j'avais remarqué, c'est que les entreprises ont tendance à privilégier les actions de prévention tertiaire et secondaire et ne mettent pas assez d'efforts sur les actions primaires. Est-ce que c'est vrai? Alors les actions secondaires et tertiaires, évidemment, elles sont utiles et notamment quand il y a un problème qui survient. Mais on sait pertinemment que ce qui est plus efficace, c'est de s'attaquer aux problèmes à la source, c'est d'essayer d'anticiper l'arrivée des problèmes. Et puis, je me demande aussi, est-ce que les entreprises sont conscientes que les actions de prévention sont très bénéfiques, en fait? C'est un bon investissement dans la prévention. Toutes les études économiques, la France, malheureusement, dispose, et l'Europe un petit peu, mais surtout le Canada, pays très en avance, et quelques pays d'Europe du Nord, ont beaucoup d'études économiques. Souvent, j'ai dit de manière un peu provocante qu'en France, on était débordé par des milliers d'études sur la souffrance au travail, mais on avait très peu d'études sur les aspects économiques et le retour sur investissement
que présente. Mais toutes les études faites en Amérique du Nord et dans les pays d'Europe du Nord montrent un retour d'investissement de 1 sur 3. C'est-à-dire que quand on dépense 1 euro, que ce soit une entreprise ou un État, à lutter contre la souffrance au travail, eh bien, on évite d'en perdre 3. Retour sur investissement, c'est considérable. Alors, pourquoi la prévention carcérale? Il y a plusieurs raisons. D'abord, je l'ai souligné, c'est qu'on n'a pas une culture de prévention. C'est-à-dire, on a une culture d'agir quand le problème est là. Et ça, c'est vrai. En médecine, on a la meilleure médecine pour soigner un infarctus du myocarde, mais on n'a pas la meilleure médecine de prévention des risques cardiovasculaires. Et tout est dit là-dedans. La deuxième chose, c'est que les entreprises ont été effrayées par les approches primaires parce qu'elles pensaient que ça remettait en question toute leur organisation du travail et que s'il fallait chambouler à nouveau tout ce qui est le travail en ligne, toute l'organisation en process de leur travail dont on sait à quel point ce sont des facteurs de risque psychosociaux. Donc, elles pensaient que c'était plus simple, finalement, de ne pas s'occuper de ces aspects organisationnels qui les effrayaient. Et puis, troisième raison, qui a été dit très bien par d'autres intervenants que moi, c'est qu'on a voulu individualiser beaucoup la problématique et qu'après tout, on soignait les gens. Et je trouve que la formule que ce n'est pas toujours les gens à soigner, mais plutôt le travail qu'il faut soigner, est très valable. Donc, on a beaucoup d'attitudes mentales à changer. Et je pense, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-François Nathan, c'est vraiment en discutant tous ensemble là-dessus qu'on peut voir que c'est des approches gagnant-gagnant. Puisque absolument, absolument. Et la crise de la Covid. Les salariés, donc c'est pas, il ne faut pas poser. Et j'ai bien aimé quand a été cité le rapport de Lachman, Larose et Pénicaud, justement bien-être et efficacité, il montrait que opposer le bien-être au travail et l'efficacité, c'est encore un fantasme français et une espèce de vision que si les gens sont heureux au travail, se sentent bien, ils produiront mal, et que peut-être une vision un peu, j'allais dire, valorisante de la souffrance, c'est-à-dire quand on souffre, on fait les choses bien. Donc, c'est une culture qui n'est pas l'Europe du Nord, qui n'est pas une culture protestante, c'est très judéo-chrétien, ça. Absolument, merci beaucoup Patrick. Mais justement, peut-être que la crise actuelle, il y a une prise de conscience de l'intérêt de la prévention plus qu'avant. Jean-Christophe Sivera, vous souhaiteriez compléter? J'aimerais bien avoir votre regard aussi à ce sujet. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord, évidemment, sur le fait que on guérit plus, mais c'est aussi vrai en médecine de ville. Hein, franchement, c'est la question française qu'a évoquée Patrick Légeron est très très juste. On a une difficulté dans la prévention par rapport à la réparation. Et puis, c'est vrai que la question de la prévention, c'est-à-dire l'analyse des causes, elle interroge beaucoup plus le système, elle interroge tous les acteurs de l'entreprise et effectivement, si c'est mal fait, les gens vont se bloquer dans une situation de déni pour éviter des mécanismes de culpabilisation. Et je pense notamment au management. Et c'est vrai que certaines culpabilisations sous l'angle juridique, particulièrement, même si le droit, je l'ai cité tout à l'heure, a son mot à dire, évidemment, dans une société civilisée, mais quand on juridise trop les choses, on risque d'avoir des personnes qui se referment comme des huîtres sur eux-mêmes parce que ça met en cause des pratiques. Donc, voilà. Mais par contre, je voudrais quand même insister sur un point qui m'a toujours beaucoup frappé parce que, on va dire la France, on est en retard, etc. Oui, certainement, mais en même temps, on est un des pays où les salariés, on le constate, nous, dans nos enquêtes, sont extrêmement engagés et mettent très haut la valeur travail. Et mettant très haut la valeur travail, ils ont eux-mêmes extraordinairement d'attentes vis-à-vis de ce qui se passe au travail. Et quand ces attentes sont déçues, effectivement, les salariés français, ils retombent de très haut. Et quand on tombe de haut, eh bien, évidemment, ça fait mal. Ça peut faire très mal. Et donc, et je voudrais vous citer une anecdote qui m'a beaucoup frappé, parce que ça illustre très bien ce que je viens de dire. Quand on a eu les suicides chez Renault en 2006-2007, la crise, on va dire, du technocentre, je me souviens, j'avais des collègues brésiliens qui venaient à Paris, et puis évidemment, comme on en parlait à la radio, à la télé, même au Brésil, on en parlait. Donc mes collègues du Brésil, ils me disaient mais alors qu'est-ce qui se passe chez Renault? On est quand même dans la même boîte, c'est suicide, etc. Et puis ils me disaient nous, au Brésil, quand les gens sont stressés, c'est simple, on démissionne, on va dans une autre boîte. Et ça montrait assez bien la différence de vision par rapport au travail. C'est-à-dire qu'en France, le salarié en France étant très souvent attaché à sa boîte,
très engagé dans son travail, mettant la valeur très haut, il ne se voit pas quitter l'entreprise. Alors en plus, quitter une entreprise, ce n'est pas toujours facile pour des tas de raisons. Au Brésil, la sortie de l'entreprise est aussi une soupape. C'est-à-dire qu'on a un rapport au travail qui est différent et on sait que par rapport à des phénomènes de stress, la question de où sont les soupapes, où est-ce que je vais trouver des solutions, finalement, quelqu'un qui dit je vais sortir du travail, j'y trouve une soupape. Donc, je voulais simplement dire que nous avons les mots de nos qualités en France. Parce que l'attachement au travail, l'investissement des salariés dans le travail, c'est un vrai plus dans les entreprises françaises, mais ces plus qui produisent des résultats, qui produisent de la performance, elles ont aussi leurs inconvénients et on peut le voir dans les déceptions, les frustrations que peuvent occasionner des difficultés au travail que d'autres pays où il y a un rapport plus distancié avec le travail ne connaissent pas ou connaissent moins que nous. Merci beaucoup, Jean-François Nathan. Vous souhaiteriez compléter justement ces propos? Oui, mais et puis en m'excusant de devoir vous quitter là dans quelques minutes, mais enfin, on faut pas, enfin, on aurait tort de regarder que comme si rien ne s'était passé. On a beaucoup travaillé. Et on aurait tort aussi de ne pas prendre en compte les travaux, notamment de William Dabb, qui nous a montré la voie de ce qu'on appelle le concept d'exposome. Et aujourd'hui, si on n'intègre pas les enjeux environnementaux aux côtés des enjeux du travail pour penser la santé, on sera encore une fois en retard sur l'histoire qui est en train de s'écrire en termes de santé. Et donc le décloisonnement, le mal français, c'est les silos. Et aucun gouvernement, depuis, le seul peut-être, Xavier Bertrand, quand il était ministre du Travail et ministre de la Santé, nous a permis, pas suffisamment longtemps, de pouvoir travailler cette transversalité et cette pluridisciplinarité. On est revenu dans les couloirs. Et la grande révolution, le mot a été dit, c'est de faire tomber les barrières et de penser global pour agir en santé globale et dans lequel, moi je redonne, les enjeux environnementaux doivent être aussi au centre de notre stratégie. Sinon, on passe encore à côté. Et là encore, l'entreprise, dans toute sa diversité, doit être le lieu de cette réussite. Et on a tous les éléments pour réussir aujourd'hui, parce qu'on a quand même un autre état d'esprit qui doit nous permettre d'avancer. Eh bien, merci à vous, merci infiniment pour ce témoignage. Je sais que vous avez dit que vous alliez partir maintenant, donc vous voulez dire un mot pour conclure, peut-être, Jean-François Nathan? Alors non, moi je salue l'initiative que vous venez de prendre et de ce débat. Et voilà, c'est pas ma conclusion, mais je pense que le mot environnement n'a pas été cité dans notre après-midi. Et je pense que c'est un des déterminants pour penser le travail d'aujourd'hui et de demain. Et la notion de dialogue social, parce que ça fait là aussi de trop nombreuses années qu'on est au front pour faire dialoguer employeurs et salariés, parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de se parler. Très bien, merci infiniment. Je redonne la parole maintenant à Serge Volkov. Serge, quelles sont les grandes inégalités observées en termes de troubles de santé mentale, de mal-être au travail, selon le profil des travailleurs, leur métier, leur âge, leur secteur d'activité? Où doit-on agir, d'après vous, en priorité pour promouvoir la santé mentale et le bien-être au travail? Alors, une nuance d'abord, parce qu'on l'a peu dit depuis le début de ce débat. Bien sûr, il y a les enjeux de santé mentale majeurs derrière ce dont on parle, mais il y a quelques enjeux de santé physique aussi. C'est-à-dire que la littérature épidémiologique, c'est peut-être bon à dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent, foisonne de conclusions sur les retombées des facteurs psychosociaux de risque, sur les maladies cardiovasculaires, sur les troubles ostéo-articulaires aussi, les troubles digestifs. Bon. Donc on est dans un champ d'un ensemble de problématiques de santé, souvent, pour partie d'entre elles en tout cas, qualifiées de petits troubles. Ce n'est pas forcément des pathologies diagnostiquées, mais c'est
des douleurs articulaires, des troubles du sommeil, de l'irritation, etc., etc. Des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles à accrocher à des enjeux précis de travail, comme ça peut l'être dans d'autres domaines des relations santé-travail, où il y a des relations cause-effet très claires, immédiates et saillantes pour tout le monde. Alors, dans ce contexte-là, ce que l'on sait en tout cas, c'est que les différents facteurs de risque, ceux qu'on a énumérés à divers moments, j'ai essayé de catégoriser aussi dans mon intervention tout à l'heure, ne sont pas hiérarchisés de la même manière selon à quel facteur on s'intéresse. Tout ce qui est surcharge, débordement, interruption, travailler chez soi, ça rejaillit sur la vie de famille, etc., c'est quand même un peu plus le haut que le bas de la hiérarchie. Et tout ce qui est manque de pouvoir d'agir, manque de prise sur les événements, difficulté à participer, difficulté à avoir des formes d'épanouissement dans son travail au fil d'un parcours, c'est plutôt dans les catégories les moins qualifiées. Et donc quand on utilise des catégories comme le job strain, qui est les mesures du stress au travail, très très légitimes dans des travaux épidémiologiques qui croisent les deux, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une grosse charge de travail, en même temps, est-ce qu'on a des moyens d'agir? Quand on met les deux en face, évidemment, la situation la pire, c'est quand on a beaucoup de charge de travail et peu de moyens d'agir. Néanmoins, c'est bon de se souvenir que ces deux morceaux-là ne se hiérarchisent pas pareil le long des catégories sociales. Et donc, pour répondre à votre question, les mesures de prévention et ou les troubles de santé qui résultent de ces catégories, de ces facteurs psychosociaux, ne sont pas plus gros ou moindres dans telle catégorie que dans telle autre, mais différents. Et dans la période actuelle, et c'est accentué, alors pour le coup, ça, il n'y a pas de doute, avec la crise sanitaire et la réorganisation, tous les signaux semblent dire que les fonctions d'encadrement, et là je ne parle pas des cadres, je parle des personnels en fonction d'encadrement. Il y a des cadres qui n'encadrent pas, et il y a des non-cadres qui encadrent, qui sont employés, mais qui sont responsables même d'une petite équipe. Et ça, c'est vrai que dans des périodes comme celle-ci, pour des raisons de bouleversement d'organisation, pour des raisons d'urgence diverses, de prise en compte des précautions sanitaires sur site, de difficultés à s'organiser à distance, d'interrogations sur ce que font les autres quand on n'est pas avec eux, il y a en ce moment certainement besoin, là je parle de la période de crise, il y a besoin d'une attention toute particulière au personnel encadrant, et encore une fois, pas que cadre estampillé comme cadre. L'autre priorité que je donnerais, si je devais en édicter une, ce ne serait pas tellement du côté de cibler une catégorie de personnel, mais ce serait de cibler une démarche. Et je crois que de plus en plus, pour beaucoup de raisons qu'on a d'ailleurs évoquées, il faut penser ces questions dont nous parlons depuis une heure, là, en termes diachroniques, on dit nous dans notre équipe, en termes de parcours des personnes, parcours des équipes, parcours des entreprises, histoire des entreprises. Beaucoup d'entreprises manquent de mémoire, beaucoup de services et d'ateliers manquent de d'où on vient, où on va. Et ceci, du point de vue de la constitution d'une identité personnelle et de pouvoir soi-même réguler individuellement et encore plus collectivement, je le disais tout à l'heure, des facteurs psychosociaux de risque, s'en sortir, redonner du sens à ce qu'on fait, dépend beaucoup de cette capacité à penser tout au long du parcours l'accueil des nouveaux arrivants, penser les transmissions de savoir entre diverses catégories de personnel, penser à la construction et à la mobilisation de l'expérience. C'est un mot très précieux, expérience, au travail. Tout ce qui est fait de tous les événements qu'on a pu vivre, dans le travail, éventuellement en dehors aussi, et auxquels on a donné du sens par de la réflexion, par des échanges avec d'autres. Et c'est vraiment autour de ça que se construisent les vrais contrepoids aux facteurs psychosociaux de risque, les vrais outils sans doute de la prévention. Comprendre tout ça. Et le nœud de l'affaire, si je peux dire, dans cette construction-là, peut-être que ça serait quand même, et ça a été aussi un terme utilisé par Amélie Adam tout à l'heure, ce que notre collègue au CNAM, Yves Clos, appelle les disputes professionnelles. Ça, oui. C'est-à-dire qu'il est bien possible qu'une bonne partie des évolutions en cours à l'heure actuelle marginalisent trop les possibilités d'échanges directs, et je ne parle pas des échanges amicaux, etc., qui continuent, qui perdurent, tant mieux s'il y en a, bon. Mais je parle bien des échanges sur le travail. La possibilité
se confronter et voir un peu si on est d'accord et comment on peut redéfinir ce qu'on appelle le bon travail, comment tout cela peut évoluer. Jean-François Nathan est parti, mais je reprends vraiment un de ses propos de ce point de vue. Si la crise actuelle pouvait être l'occasion de redynamiser ça, les disputes professionnelles, et ô combien on voit qu'elles ont cours dans les hôpitaux en ce moment, par exemple, on peut prendre comme symbole de tout ça, alors là, on n'aura pas perdu notre temps pendant cette année de coronavirus. Merci beaucoup Serge pour ces propos. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les échanges. Je vais peut-être vous donner un dernier mot pour conclure chacun en vous remerciant d'avoir tous accepté cette invitation. Amélie et Adam, vous avez le micro coupé. Vous voulez nous dire un mot de conclusion? Oui, moi, alors ça a été un peu dit là dans le propos de Serge, mais je me disais qu'il y a une chose effectivement que je ne vous ai pas dite, c'est que je pense qu'il y a un gros enjeu effectivement à faire du suivi de tout ça. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a de plus en plus d'actions, d'évaluations, ou alors il y a une problématique, on fait quelque chose, mais c'est vrai que les entreprises, elles ont un peu tendance parfois à zapper. On fait un très beau truc à un moment, et puis après on passe à autre chose, et puis on fera un autre truc très bien quelques années après. Et je pense que c'est compliqué quand même, les RPS. Et effectivement, c'est vraiment toute l'histoire de l'entreprise et des salariés, enfin tout ce que vient de dire Serge, je pense que c'est fondamental. Et donc, l'idée qu'effectivement, ces actions, elles nécessitent du suivi, elles nécessitent vraiment de s'inscrire dans la durée. Je pense que c'est fondamental pour arriver à une vraie prévention et à progresser sur le sujet. Merci beaucoup Amélie, merci d'avoir participé à ce débat. Patrick Légerand. Patrick, ton micro. Oui, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon? C'est parfait. Très bien. Oui, moi je voulais dire en conclusion que je perçois deux choses. D'abord, une très forte implication dans le milieu du travail par les acteurs variés, que ce soit les salariés, les ressources humaines, les services de santé, les préventeurs, très forte mobilisation. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte dans deux domaines. D'abord, et ça a été dit tout à l'heure par Jean-Christophe Sivera, c'est-à-dire la mobilisation des dirigeants. Je trouve que les dirigeants sont extrêmement timides. Je trouve que les dirigeants devraient faire de ces problématiques une stratégie majeure de l'entreprise et non pas simplement des actions à mettre en place comme on met en place le renouvellement de son parc informatique, etc. C'est une stratégie majeure. Il y a très peu de dirigeants en France, à la différence des pays d'Europe du Nord, qui ont dit la stratégie majeure de notre entreprise ou l'une des 2 ou 3 stratégies majeures, c'est la prévention du stress, des risques psychosociaux. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est une application encore plus forte des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont encore relativement timorés. Aujourd'hui, la problématique du travail est abordée quasiment par les pouvoirs publics, le ministre du Travail ou les ministres du Travail, depuis d'ailleurs plusieurs décennies, sur l'aspect en avoir ou pas, c'est-à-dire on a du travail ou on n'en a pas, la lutte contre le chômage évidemment, mais une fois qu'on a du travail, eh bien tout va bien. Donc, on devrait avoir aussi une stratégie beaucoup plus forte de la part des pouvoirs publics. Et là encore, j'ai beaucoup aimé la réflexion qui a été dite que vous travaillez en silo. Et je trouve que Jean-François Nathan a très bien expliqué qu'à un moment, ministère du Travail et ministère de la Santé étaient ensemble, mais ça n'a pas amélioré les choses parce que même quand un ministre est à la tête de ces 2 grandes administrations, il y a une DGT, une Direction Générale du Travail, et une DGS, la Direction Générale de la Santé, qui s'autonomisent complètement. Donc, il faut avoir une conduite plus haut niveau de l'entreprise et une conduite plus haut niveau de l'État sur ces problématiques qui ne sont pas encore des problématiques considérées comme majeures dans notre pays. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à ce débat. Un dernier mot, Jean-Christophe Sivera. Bon, sur un sujet comme ça, il n'y a pas de dernier mot, forcément, pardonnez-moi, ni même de conclusion. On n'a pas toujours. Moi, je voulais simplement insister sur une chose, c'est que nous, dans les entreprises, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye, je crois qu'on a fait de gros progrès pour essayer de faire en sorte que les gens parlent, qu'ils s'expriment. Alors, on emploie ça sous des formes assez variées. On va dire développer ce qu'on appelle beaucoup la culture du feedback. Et finalement, d'être capable de dire
et ce n'est pas que le manager, c'est aussi entre collègues, c'est à l'égard de ses pairs, c'est à l'égard de ses équipes, être capable de parler, ce que j'appellerais moi de manière adulte, et sortir ou quitter des relations parfois très infantilisantes et très hiérarchiques, parce que au fond, on voit bien que quand on permet aux personnes, on attend on est ouvert à leur parole et on la recherche. Il y a beaucoup de richesse qui sort, il n'y a pas seulement une libération par la parole, il y a aussi beaucoup de savoir sur les solutions. Et au fond, la culture du feedback, très pratiquée quand même par des entreprises anglo-saxonnes, elle vise quand même à faire produire des solutions par tout le monde, en faisant en sorte que les personnes soient du coup non seulement écoutées, valorisées et reconnues, très important, mais aussi qu'elles contribuent et qu'elles amènent chacun leur part. Donc on est dans des révolutions managériales derrière tout ça, hein. C'est plus le rôle du manager classique, c'est plus j'attends qu'on me dise ce que je dois faire. On est sur des systèmes qui sont des systèmes, me semble-t-il, beaucoup plus ouverts, y compris avec l'utilisation d'outils digitaux d'ailleurs, car le feedback, c'est pas seulement voilà. Donc de plus en plus, on essaye d'avoir des systèmes où les gens puissent s'exprimer. Alors parfois à distance, oui, ça arrive, mais il faut qu'on continue à pouvoir se parler et à fonctionner dans les entreprises. Donc je ne sais pas si la France est en retard. Je pense qu'au total, il y a des aspects qui me paraissent très forts en France. Enfin, franchement, quand on est dans une entreprise globale et mondiale, on a devant nous des manières de travailler différentes, pourtant dans la même entreprise. Et on a quand même, malgré tout, un certain nombre de points forts. Je les ai cités tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais l'engagement, la créativité, une certaine capacité en France, qu'on le veuille ou non, à remettre en cause et à ne pas appliquer bêtement des procédures mécaniquement. C'est aussi, je pense, un certain atout qu'on peut avoir. Et je pense qu'au total, on a fait, ça a été dit, beaucoup de chemin. On en a sans doute encore pas mal à faire. Parce qu'effectivement, les dangers sont là. Mais je suis très optimiste, moi, en fait, finalement, sur la trajectoire sur laquelle on est tous collectivement installés. Et d'ailleurs, je vais remercier, parce que je crois que le moment qu'on a cet après-midi fait partie de cette trajectoire positive. Merci. Merci beaucoup, Serge. Le dernier mot vous revient à vous. Ça sera une petite provocation. Oula. C'est bien, non, pour finir un débat. Très bien. Quand les périodes de crise, on en sera, espérons-le, dans pas trop longtemps et pas trop mal sorties, on a déjà compris que pourrait revenir dans l'agenda social en priorité la réforme des retraites, avec la perspective de nouvelles mesures qui pourraient pousser à un allongement des vies professionnelles. Et quoi qu'on en pense, je pense qu'on est parti pour une nouvelle fois en discuter en faisant une parenthèse autour du travail et en faisant une parenthèse autour des facteurs psychosociaux dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Parce que dans ces X dernières années de vie professionnelle, si elles doivent éventuellement s'allonger, l'enjeu de est-ce que je continue d'apprendre ou est-ce que je suis mis sur une espèce de voie de garage, éventuellement parce que je ne tenais plus dans une situation de travail très exposée aux tensions et aux urgences, on m'a mis un peu en retrait et du coup il y a un fort sentiment d'ennui et de manque d'intérêt au travail qui s'est sécrété. S'il y a des réorganisations mal pensées en fonction des personnels expérimentés et qui désavouent complètement les savoirs accumulés, qui cassent éventuellement les collectifs, c'est tout ça qui fait que les dernières années de vie active se passent mal et qu'on tend à les écourter. Et on a plein de moyens de prouver que si on souhaite faire en sorte, par exemple, que les personnes travaillent au moins jusqu'à l'âge de leur retraite, ce qui n'est souvent pas le cas en France, hein. La moitié des gens s'arrêtent avant, voire prolongent un peu au-delà, en espérant que ça puisse être bénéfique pour l'économie du pays, eh bien, ça suppose de passer par une vraie lecture des enjeux psychosociaux de toute cette période des 5, 10, 15 dernières années de vie professionnelle. Et ça demande, ça a été beaucoup dit, que des acteurs qui sont dans le domaine de la santé, mais pas que, dans le domaine des ressources humaines, mais pas que, dans le domaine de la formation, mais pas que des coopérations puissent s'installer pour essayer de porter ces enjeux-là. C'est essentiel à l'occasion d'éventuelles réformes des retraites,
c'est essentiel à peu près de n'importe quel sujet du débat social. Merci beaucoup Serge, merci à vous tous pour ces échanges fort fructueux. Merci beaucoup au public d'avoir suivi ce débat et puis on vous donnera rendez-vous pour d'autres débats dans le futur sur la retraite, sur l'accord qui a été signé par l'accord des partenaires qui a été signé récemment. On pourra aussi parler de ça, mais d'autres sujets aussi de prévention, de santé au travail, santé environnementale. Merci encore à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci, au revoir. Bonne journée, bonne soirée.